Alors devinez quoi? Vous et moi pourrions être des Martiens. Enfin, peut-être. Le rover Curiosity de la NASA a découvert sur Mars des molécules organiques composées de carbone, d'azote et de soufre, et c'est la même chimie qui a mené à l'apparition de la vie ici sur Terre. Or, ces composés ont survécu à tout ce que Mars leur a fait subir, et c'est énorme, radiation intense, tempêtes de poussière massive et des milliards d'années sur une planète gelée et sans vie. Et maintenant, nous devons comprendre, ces molécules sont-elles les restes des briques de la vie qui n'a jamais démarré, ou sont-elles les traces chimiques de quelque chose qui a réellement vécu sur Mars et a disparu il y a longtemps? Ces composés à base de carbone sont parmi les indices les plus probants que Mars a un jour réuni les conditions nécessaires à la vie, mais ce n'est pas encore une preuve. Ces substances chimiques auraient pu se former par des processus non vivants ou des météorites auraient pu les apporter. Mais l'important est que cette matière organique a pu survivre sur Mars pendant environ 3,5 milliards d'années, emprisonnée à l'intérieur de la roche. Maintenant, c'est très important. Si Mars peut préserver des matières organiques aussi longtemps, cela signifie que la planète a un jour connu des conditions capables de soutenir la vie et de garder ses traces chimiques intactes. Le rover Curiosity de la NASA a donc atterri sur Mars en août 2012 et a commencé à rouler dans le cratère Gale, un bassin asséché qui était autrefois un ancien lac. En 2020, Curiosity s'est concentré sur un endroit précis à l'intérieur du cratère appelé Glen Torridon. Cette zone regorge de minéraux argileux et comme l'argile se forme dans l'eau et agit comme un système de stockage naturel, elle peut piéger et préserver des substances chimiques organiques pendant des milliards d'années. C'était donc l'un des meilleurs endroits sur Mars pour traquer de la matière organique préservée. Et c'est exactement là que Curiosity a détecté une molécule riche en azote qui ressemble au composé utilisé dans l'ADN sur Terre. Les chercheurs ne l'avaient jamais vu auparavant lors des précédents tests sur Mars. Ils ont aussi trouvé du benzothiophéne, une molécule à base de soufre avec 2 structures cycliques. Ce type de composé peut se former dans l'espace et arrive souvent sur les planètes par le biais de météorites. C'est important car cela brouille les pistes. On ne peut pas dire clairement ce qui s'est formé sur Terre et ce qui est venu de l'espace. Des météorites ont frappé la Terre et Mars et elles ont pu apporter les éléments de base nécessaires à la vie. Cela pourrait signifier que la Terre et Mars partagent les mêmes ingrédients pour la vie. Curiosity est sur Mars depuis 2012 et le rover Perseverance est arrivé en 2021. Tous deux scannent désormais des roches anciennes, cherchant des signes qu'une vie microbienne minuscule aurait pu exister il y a des milliards d'années quand Mars était plus chaude et plus humide. Malheureusement, les rovers ne peuvent effectuer que des tests limités sur Mars. Leurs instruments sont puissants, mais ils ne rivalisent pas avec les labos sur Terre. C'est pourquoi les scientifiques veulent une mission de retour d'échantillons pour ramener des roches martiennes sur Terre et faire plus de tests. Pour l'instant, Curiosity continue de forer, d'échantillonner et d'analyser. Saturne fascine par ses anneaux imposants et ses nuages tourbillonnants. Mais l'on peut se demander ce que signifierait réellement y plonger. La sonde Cassini de la NASA a tenté une telle descente, offrant une aventure singulièrement mouvementée. Cet engin, qui demeura 13 années en orbite autour de la planète, rassembla une mine de données précieuses. L'un de ses objectifs majeurs consistait à éclairer une énigme tenace. Pour quelles raisons l'atmosphère saturnienne demeure-t-elle aussi chaude? Certes, les couches supérieures des planètes reçoivent la chaleur solaire, mais les géantes gazeuses restent trop éloignées du Soleil pour bénéficier d'un tel apport thermique. Cassini ne s'est donc pas limitée à une observation distante. Le 15 septembre 2017, elle entreprit une plongée profonde qui constitua l'ultime périple de sa mission. Ces dernières heures se déroulèrent au sein de la haute atmosphère de Saturne, d'où elle transmit des informations capitales avant de se désagréger progressivement. Ces couches supérieures se révèlent redoutables. Le champ magnétique de la planète gronde d'énergie et de terribles vents parcourent la sphère gazeuse à des milliers de kilomètres par heure. La sonde dut franchir des nappes épaisses de nuages brumeux, teintés d'un or pâle, qui réfléchissaient faiblement la lumière solaire. Il ne s'agissait nullement de masses vaporeuses, semblables à celles de la Terre, mais d'un mélange inquiétant d'hydrogène et d'hélium.
La sonde poursuivit sa descente et traversa la zone où les anneaux emblématiques de Saturne déversent une véritable pluie de matière. Cassini établit que ce phénomène était bien plus intense qu'on ne l'avait anticipé, atteignant plus de 10 tonnes de matière chaque seconde. À ce rythme, les anneaux pourraient ne pas subsister indéfiniment, car la gravité saturnienne finirait peut-être par les absorber totalement, sauf renforcement soudain. Cette chute incessante est formée de grains minuscules de glace et de poussière, arrachés aux anneaux puis entraînés vers l'atmosphère. Mélangés à l'eau, au méthane ainsi qu'à divers composés comme le propane ou le butane. Ces particules modifient lentement la chimie atmosphérique de Saturne et alourdissent les couches supérieures, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. Ce déchaînement fut hélas trop éprouvant pour la frêle Cassini. Conçue pour résister aux strates externes, elle ne put survivre plus avant et se désintégra avant d'atteindre les zones plus profondes et véritablement effroyables. Dans ces couches intenses de l'atmosphère saturnienne, les vents s'élancent à des vitesses prodigieuses, dépassant les 1770 km/h. La pression y devient écrasante et s'alourdit toujours davantage à mesure que l'on s'enfonce. L'expérience s'apparenterait à une immersion dans un océan gazeux dénué de toute surface identifiable, où le ciel s'obscurcit, s'épaissit et s'endurcit progressivement. Et ces mesures révélèrent la densité et la chaleur des hautes couches atmosphériques. La sonde nous légua également quelques ultimes clichés, même s'ils ne furent pas aussi saisissants qu'on pourrait l'imaginer. L'un d'eux, monochrome, pris à environ 634 000 km, montrait une région obscure de la face nocturne de Saturne, doucement illuminée par la lueur réfléchie de ses anneaux. La NASA diffusa aussi une représentation artistique de ce que Cassini aurait pu contempler dans ses derniers instants. Enfin, elle nous offrit la clé du grand mystère entourant la chaleur de Saturne. L'origine en réside dans ses aurores. Il apparaît que, sous l'effet de ce champ magnétique démesuré, les couches nuageuses sont illuminées d'éclairs d'aurore soudains aux pôles. Elles rappellent nos aurores boréales terrestres, mais infiniment plus éclatantes. Les cieux de la géante gazeuse s'embrasent par instants de lueurs vertes et bleutées. Ces phénomènes naissent de l'interaction entre les vents solaires et les particules chargées issues des lunes saturniennes. Les régions les plus chaudes de la planète se situaient autour de ces aurores. De tels spectacles lumineux dégagent une énergie suffisante pour réchauffer la haute atmosphère et diffuser cette chaleur à travers Saturne. Grâce à ces données, nous avons compris un principe essentiel concernant non seulement Saturne, mais l'ensemble des géantes gazeuses de notre système solaire et au-delà. D'un autre côté, les images dont nous disposons de Vénus sont autrement plus dramatiques. L'astre est un peu plus proche du Soleil que la Terre, et, en raison de similitudes de taille, de masse et de composition, on la qualifie souvent de jumelle de notre planète. Mais cette analogie s'effondre dès que l'on regarde sous ces épais nuages, s'y trouve l'un des milieux les plus toxiques du système solaire. Sa surface est un véritable enfer, où les températures atteignent près de 480 degrés, au point de faire fondre le plomb. La pression y est tout aussi écrasante, équivalente à 92 fois celle de la Terre, comparable à un séjour à 900 mètres sous l'océan. Il était impossible de résister à l'envie d'obtenir des clichés directs. Ainsi, au cours des années 70, les scientifiques parvinrent à poser des sondes sur ce sol volcanique et implacable. Les missions réussirent et renvoyèrent les toutes premières images de Vénus, dévoilant des visions saisissantes. La première sonde ne survécut que 23 minutes avant de succomber à la pression, au vent furieux et à la chaleur infernale. Les deux premières sondes saisirent néanmoins les panoramas en noir et blanc d'un versant rocheux, bien que, dans les deux cas, le second objectif ne parvint pas à s'éjecter. L'horizon demeurait uniforme, le terrain semé de roches escarpées, et l'atmosphère suffocante pesait telle une force invisible. Après de nombreux obstacles, nous sommes enfin parvenus, dans les années 80, à observer des images colorées en provenance de Vénus. L'appareil réussit à survivre plus de 2 heures, dans des conditions proprement extrêmes, ce qui relève déjà de l'exploit, tant cette planète fait fondre les métaux et ronge littéralement les sondes. Les clichés révélèrent que le ciel vénusien n'avait rien du bleu terrestre. Il se pare d'un jaune inquiétant, dû aux épais nuages d'acide sulfurique. Les images, teintées de rouge et déformées par l'atmosphère saturée, demeuraient néanmoins suffisamment lisibles pour dévoiler les roches acérées et l'aridité du paysage. Des lits de rivières asséchées, des tourbillons de poussière. Rien d'étonnant à ce que les chercheurs privilégient souvent l'étude de Mars. La NASA dispose aussi de simulations illustrant ce que pourrait être la surface de Vénus.
Mais ces modèles peinent à transmettre l'effroi que susciterait une présence réelle sur place. Peut-être serait-il temps de nous intéresser à nouveau à Vénus, tant les zones d'ombre persistent au sujet de cette voisine ardente. Enfin, nous avons tenté, au cours des années 90, de pénétrer également l'atmosphère de Jupiter, ce qui constituait l'entreprise la plus redoutable de toutes. La sonde de la mission Galileo, dotée d'un module d'entrée, fut conçue pour s'y aventurer. Lancée en 1989, elle parcourut des millions de kilomètres, en transportant ce minuscule éclaireur destiné à affronter l'un des milieux les plus extrêmes jamais rencontrés dans l'espace. Le 13 juillet 1995, le module fut enfin lâché, alors que le vaisseau principal se situait encore à plus de 80 millions de kilomètres de Jupiter. Il dut donc tomber durant des mois avant d'atteindre l'atmosphère. Ce n'est que le 7 décembre qu'il y parvint, plongeant de front dans l'épaisse et tourbillonnante enveloppe gazeuse de Jupiter. La sonde pénétra les cieux joviens à la vitesse ahurissante de 170 000 km à l'heure, une rapidité telle qu'elle permettrait de traverser les États-Unis de Los Angeles à New York en à peine 90 secondes. Sous l'effet d'une décélération d'une brutale, elle subit une pesanteur terrifiante, 228 fois supérieure à celle de la Terre. Puis, en l'espace de quelques minutes seulement, elle passa de vitesse supersonique à quelques centaines de km/h. La chaleur née de cette entrée atmosphérique était telle que l'onde de choc qui la précédait resplendissait avec l'éclat du soleil lui-même. Les températures atteignirent alors près de 15 000 degrés. Et durant ce tumulte, la sonde parvint à recueillir des données chaque seconde et à les transmettre intégralement. Elle nous livra des renseignements essentiels concernant l'atmosphère de Jupiter. Ainsi, l'on découvrit que sa haute atmosphère était bien plus sèche qu'escompté, recelant moins de vapeur d'eau et moins de composés organiques que les chercheurs n'avaient supposé. L'appareil mesura également des vents d'une violence inouïe, frôlant presque 1 km par seconde. Étonnamment, elle ne détecta qu'un nombre réduit d'éclairs, alors que l'on imaginait jusque-là que Jupiter en était perpétuellement sillonné. L'une des révélations majeures de la sonde fut de montrer que l'atmosphère jovienne contenait moins d'hélium que prévu. Elle mit également en évidence une ceinture de radiation effroyable, située à environ 48 000 km au-dessus des nuages, tel un anneau d'énergie intense enveloppant la planète comme un bouclier cosmique. Le frêle appareil survécut 58 minutes avant de succomber sous une pression colossale. Pendant ce temps, l'orbiteur Galileo poursuivit sa mission et devint la première sonde à se placer en orbite autour de Jupiter. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-terres ont été détectées grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge.
Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire, depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous. La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre, et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile hôte est un peu moins lumineuse. 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b.
Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toi 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides, les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Toi 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Nous pourrions nous rapprocher de la découverte d'une planète énorme et glacée par-delà l'orbite de Neptune. Et désolé, Pluton, ce n'est toujours pas toi. Récemment, une cartographie de l'univers utilisant les données d'un télescope hawaïen a éliminé environ 78% des emplacements possibles de ce mystérieux UH Charlie de l'espace. Certains l'appellent Planète 9, tandis que d'autres préfèrent Planète X. Quoi qu'il en soit, elle est sujette à controverse depuis que son existence a été suggérée pour la première fois. Et c'est principalement dû au fait qu'aucune étude jusqu'à présent n'est parvenue à répondre à la grande question. Existe-t-elle vraiment? Si elle devait être découverte, la planète 9 serait classée comme la 5e plus grande planète de notre système solaire, avec une masse 10 fois supérieure à celle de la Terre. On pense également qu'elle serait gazeuse, tout comme Uranus. Une étude initiale de la planète 9, datant de 2016, suggère que cette nouvelle planète colossale aurait une orbite 20 fois plus éloignée du Soleil que Neptune, qui se situe à environ 4,5 milliards de kilomètres. En conséquence, la planète 9 mettrait entre 10 000 et 20 000 ans pour accomplir une seule orbite autour du Soleil. Si son existence était prouvée, ce monde encore inconnu dominerait une région plus vaste que n'importe quelle autre planète connue dans notre voisinage cosmique. Toutes ces hypothèses sont bien intrigantes, mais sans la moindre preuve ou observation permettant de les étayer. Avant de les rejeter comme de simples suppositions farfelues, il est important de noter que les chercheurs se sont appuyés sur des modèles mathématiques complexes et des simulations informatiques pour spéculer sur les caractéristiques de cette planète. Parce que c'est ça que font les scientifiques. L'existence de cette hypothétique planète expliquerait diverses interactions mystérieuses observées au-delà de Neptune. Nous parlons spécifiquement de la ceinture de Kuiper, une immense région en forme d'anneau, remplie de débris glacés datant de la formation du système solaire y compris des comètes et des planètes naines comme Pluton. Ce qui se passe, c'est que les 6 objets les plus éloignés dans la ceinture de Kuiper présentent des orbites elliptiques, qui sont toutes orientées vers une direction similaire de l'espace physique et inclinées d'environ 30 degrés vers le bas par rapport au plan orbital de nos 8 planètes connues. Ce qui n'est pas anodin, c'est que malgré leurs vitesses d'orbite distinctes autour du Soleil, ils conservent cet alignement. La probabilité qu'un tel concordance se produise par hasard est extrêmement faible, environ 0,007%. Ainsi vient la théorie de la planète 9, un corps céleste massif hypothétique qui offre une explication plausible à cet étrange phénomène, en exerçant potentiellement une attraction gravitationnelle qui façonne ses orbites. La théorie initiale n'a pas fait long feu face à des accusations de biais d'observation et d'erreurs de calcul. Puis, en 2017, une autre étude a émergé, ravivant l'idée que peut-être, après tout, la planète 9 se trouverait bien là quelque part. Cette fois,
des astronomes espagnols ont tenté une approche innovante, en se concentrant sur l'observation d'objets transneptuniens extrêmes. Ces corps célestes orbitent autour du Soleil dans des trajectoires elliptiques très étirées, avec des distances moyennes excédant les 22 milliards de kilomètres. Leurs recherches suggèrent que la distance entre les nœuds orbitaux de ces objets et le Soleil pourrait nous fournir des indices sur l'emplacement de la planète 9. Voyez-vous, ces nœuds sont les points où l'orbite d'un corps céleste entrecroise le plan du système solaire. Lorsque ces objets atteignent un tel point, ils sont plus susceptibles d'interagir avec d'autres corps célestes du système, qui peuvent provoquer des changements significatifs dans leurs orbites, voire même des collisions. Alors, si la trajectoire de ces objets transneptuniens extrêmes reste stable, tout va bien. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est un signe qu'autre chose, quelque chose de gros, perturbe leur orbite. Et c'est exactement ce que cette étude a découvert. Il y a quelque chose d'invisible là-bas, qui dévie ces objets de leur route, et ce quelque chose pourrait être une planète 3 à 400 fois plus éloignée du Soleil que ne laisse la Terre. À ce jour, l'étude des objets transneptuniens extrêmes est la preuve la plus tangible que nous ayons de l'existence de la planète 9. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu par cette théorie, sachez que des mouvements étranges comme ceux-ci ont déjà conduit à la découverte de planètes par le passé. Neptune, par exemple, a été repéré parce que le mouvement d'Uranus ne correspondait pas tout à fait aux prédictions de la gravité newtonienne. Mais cette déviation de son orbite pouvait s'expliquer si elle était causée par l'attraction d'une planète encore inconnue. Et c'est ainsi que nous avons découvert Neptune. Avançons jusqu'en 2021, et le débat persiste autour de la mystérieuse planète 9. Après avoir révisé quelques vieilles suppositions, les études penchent désormais pour l'idée que cette planète accomplirait une révolution autour du Soleil tous les 7000 ans. C'est une nouvelle de taille, car cela signifie que cette planète pourrait être plus proche que nous ne le pensions, ce qui faciliterait sa détection par nos télescopes. L'étude suggère également qu'il y aurait 99% de chances pour que les orbites décalées de ces objets lointains soient toutes dues à cette planète invisible, et non pas à une simple coïncidence cosmique. À présent, les chances que cette anomalie tout entière ne relève que du hasard se trouvent nous réduites à 1 sur 250, ce qui est nettement mieux qu'une chance sur 10 000, comme en 2016. Tous ces chiffres optimistes nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui, à garder espoir et à développer un meilleur matériel afin de poursuivre la traque de la planète 9. Comme mentionné plus tôt, des chercheurs à Hawaï ont créé une sorte de carte au trésor, en ayant recours au télescope de relevé panoramique et à son système de réponse rapide, pour éliminer 78% de ces emplacements possibles. C'est une très bonne nouvelle, compte tenu de la difficulté qu'il y a à trouver une aiguille planétaire dans une botte de foin cosmique. Mais malheureusement, la planète 9 demeure insaisissable dans les confins obscurs de notre système solaire. Les passionnés sont toujours convaincus de son existence et pensent que ce n'est plus qu'une question de temps avant que nous ne célébrions la découverte d'une nouvelle voisine. Ils fondent leurs espoirs sur l'observatoire Vera C. Rubin, qui est actuellement en construction au Chili, et qui devrait être pleinement fonctionnel d'ici la fin de l'année 2025. Au cours des 10 prochaines années, cet observatoire balayera l'intégralité du ciel de l'hémisphère sud toutes les quelques nuits avec un télescope de 8 mètres, équipé de la plus grande caméra numérique au monde. L'idée est de cataloguer tout le système solaire jusqu'au-delà de Neptune et de suivre les mouvements de millions d'objets célestes, y compris les débris spatiaux, les astéroïdes, les comètes et les autres étoiles. Si la planète 9 se trouve effectivement là-bas, ce télescope de nouvelle génération pourrait être celui qui y parviendra. L'existence de cette mystérieuse planète est loin d'être acceptée par toute la communauté scientifique. C'est simplement parce que la planète 9 n'est pas la seule explication aux phénomènes étranges qui se produisent par-delà Neptune. Une théorie suggère qu'un groupe d'objets distants, tels que des planètes naines, des comètes ou des lunes, pourrait influer collectivement sur les orbites des objets transneptuniens extrêmes. D'autres croient qu'un trou noir serait à l'origine de tout cela. Ces masses ultra compressées sont parmi les objets les plus denses de l'univers, potentiellement capables d'affecter les orbites d'autres objets, comme on le suppose pour cette fantomatique planète 9. Une autre théorie audacieuse suggère que notre compréhension actuelle des lois de la gravité serait erronée, ou plutôt incomplète. Cette dernière, connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée,
propose que ces distants objets glacés exhiberaient ce comportement étrange, non pas en raison de l'ingérence d'une autre planète, mais plutôt parce que l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée influe sur eux. Toutefois, même les partisans de cette théorie reconnaissent qu'il est trop tôt pour en tirer des conclusions définitives, et des recherches beaucoup plus approfondies sont encore nécessaires. Alors que nous poursuivons sans relâche notre traque de la planète 9, certains astronomes y sont allés encore plus loin, en suggérant l'existence d'une hypothétique planète d'X. Celle-ci aurait une masse et une taille similaires à celle de Mars ou de la Terre, et se trouverait aux confins de la ceinture de Kuiper. Mais voici le truc. Si cette supposée planète d'X est effectivement aussi réduite que les scientifiques le pensent, elle pourrait ne pas avoir une gravité suffisante pour dégager son orbite des débris environnants. Et c'est assez semblable à ce qui se passe avec Pluton. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle a été rétrogradée en 2006. Alors, en effet, mieux vaut ne pas trop s'emballer. Cette prétendue planète d'X pourrait finir par être classée comme une autre planète naine.